Alors, la parole est à la salle pour des questions qui peuvent concerner aussi bien les participants de cette table ronde que les participants de la table ronde précédente qui n'ont. François Guy? C'était en écho à cette question du reconditionnement, globalement sur les cibles du télescopage entre la protection et la problématique d'ensemble de l'économie. Est-ce qu'il y a là des éléments qui sont... On a des données de réflexion, parce que ça ne peut pas être indifférent d'avoir ce changement des rôles en réalité entre les acteurs. Oui, alors non, honnêtement, actuellement sur ces questions réparation, reconditionnement, au stade de la propriété intellectuelle en France, c'est très embryonnaire. On a de la jurisprudence en Allemagne qui est plus développée, mais qui reste très technique et qui n'intègre pas du tout la donnée climatique et la donnée circulative. Non, pas du tout. On reste encore sur une logique qui est exclusiviste, propriété intellectuelle, et on est centré sur la propriété intellectuelle. On n'a pas intégré d'autres données à ce stade-là. Pas encore. Mais quand on regarde la manière dont la santé publique a pénétré notre matière, les licences forcées, l'accord de Doha au niveau international, on peut tout à fait imaginer que d'ici quelques temps, on aura cette même évolution de notre matière avec une pression forte de l'intérêt général. Et c'est la survie de notre matière. Si elle n'est pas en lien avec sa conception utilitariste, elle perd de sa légitimité. Bonjour, je suis très intéressée par ce colloque parce que j'écris une thèse en fait sur le changement climatique et le droit des obligations, donc j'ai plusieurs petites questions. D'abord peut-être à Monsieur Trébul sur les financements verts, les prêts verts, etc., les obligations vertes. Quels sont, je me demandais en fait vous avez évoqué le fait que c'était un peu la jungle, que voilà, on ne contrôlait pas encore très bien où allaient les financements derrière. Qu'est-ce qui se passe en fait si un prêt vert est détourné de son objet? Et voilà, est-ce que... Voilà. Ouais. Non, je n'y arrivais pas, je vous le rappelle. J'ai essayé, mais ça ne marchait pas. En fait, c'est une excellente question, merci de l'avoir posée. On est concrètement dans un domaine dans lequel aujourd'hui il n'y a pas de réponse assurée qui peut être donnée. À ma connaissance, on ne peut pas être en face d'une réponse assurée parce que, et c'est toute la problématique d'une réglementation européenne qui est en préparation à l'heure actuelle sur les green bonds notamment, parce qu'en réalité on est dans une dynamique qui est une dynamique déclamatoire de la part des émetteurs avec une très très faible justiciabilité, si je peux m'exprimer ainsi, et un très très faible possibilité de contrôle sur l'emploi effectif. Et c'est généralement formulé de telle sorte, avec un tel spectre, qu'il faut vraiment être très 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 maladroit pour ne pas rentrer dans le cadre effectivement de cette additionnalité environnementale. Là où la question est essentielle, c'est qu'en fait, si on joue avec le marché se venge. Et formellement, ça risque d'être tout à fait contre-productif. Ceci dit, et pour ne pas terminer la réponse qui est très insatisfaisante, je le mesure, sur une note trop négative, les besoins sont tels de financement d'éléments de la transition énergétique que ce n'est pas très difficile effectivement d'employer les fonds. Je pense par exemple aux émissions qui ont été faites soit par des collectivités pour des financements d'infrastructures, qui de toute façon sont plus écologiques que ne l'étaient les infrastructures préexistantes, soit à des émissions qui ont été faites pour récupérer des fonds, je pense aux énergéticiens, qu'il s'agisse de EDF ou qu'il s'agisse de Suez. Là aussi, on est sur des problématiques dans lesquelles le financement est très clairement ciblé. Même quand on est sur, j'en discutais récemment avec SNCF Réseau, même quand on est sur des éléments qui sont des éléments qui paraissent assez classiques, parce qu'il va s'agir de renouveler des éléments d'équipement, en fait, il y a aussi une additionnalité environnementale. Ce qui fait que ma difficulté à vous donner une réponse assurée, elle est un peu contrebalancée par le fait qu'on est sur un trend qui est tellement marqué globalement qu'il y a relativement peu de biais. Est-ce que c'est satisfaisant? Non, parce que tous les acteurs n'ont pas le standing de ceux que j'évoque. Et très clairement, la réglementation européenne qui est en préparation, ça devrait arriver dans les jours ou les semaines qui viennent, apportera certainement des éléments, mais dans un registre qui finalement sera peut-être davantage du côté de labellisation qu'une approche obligationnelle traditionnelle. Juste un complément sur la question, par exemple, des subventions qui sont accordées par la Banque européenne d'investissement. Il y a des organismes qui ont des organes de régulation interne
et qui peuvent remettre en cause la subvention qui a été accordée dès lors que ça viendrait en contravention avec les règles du droit de l'Union, même si ça intervient a posteriori, notamment des associations maintenant ont eu l'idée assez intéressante de se dire, est-ce que la subvention, je n'ai plus pu attaquer le projet, est-ce que la subvention qui a été accordée était valablement accordée, et donc plutôt que d'attaquer devant le juge, on attaque devant l'organe qui a fourni des crédits, et donc en coupant les crédits, ça peut permettre également de ralentir, voire même de faire tomber le projet. Et ça, on a des exemples dans les financements de projets, et notamment, on a eu des exemples très très intéressants il y a quelques années sur les problématiques d'assurance-réassurance et de remise en question sur des gros projets d'infrastructure. Ah bah profitez. Ça fait 6 ans que j'attends ça. Alors, donc j'ai une autre question à Madame Astegiano-Larisa. Voilà. Alors moi, c'était sur les assurances indicielles qui me font me poser des questions. En fait, je me demande si on est encore dans de l'assurance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça ressemble étonnamment à ce qu'on appelle les produits dérivés climatiques, dont plus personne ne parle aujourd'hui d'ailleurs. On en parlait beaucoup dans les années 2010, mais voilà. On a l'impression qu'en fait, ce business-là a été un peu repris par les assureurs, alors sans la dimension spéculative avec un marché, etc. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus de... Enfin, il n'y a pas de... le respect du principe indemnitaire n'est pas respecté dans le cadre de ces assurances-là, puisque en fait, le montant d'indemnisation est forfaitaire. Alors le principe en fait, de ces assurances indicielles, c'est de diminuer les coûts de gestion parce que grâce aux indices qui sont mis en place, on n'a pas besoin de faire venir un expert, etc. Donc on peut déclencher une indemnisation assez rapide, etc. Mais c'est une indemnisation forfaitaire. Donc je me demandais si on était encore dans de l'assurance, en fait. Alors, en fait, sur l'objet, on a un risque qui est aléatoire et qu'on assure. Donc là, sur l'objet, en soi, la question ne se pose pas. Après, sur la technique, il y a deux choses, la technique du contrat et la technique financière. La technique financière, peu importe, j'allais dire, sur quelle technique financière s'applique le contrat d'assurance, là, on est hors du droit. Si les assureurs décident, plutôt que d'avoir recours à une réassurance classique, de faire de la titrisation ou autre chose, j'allais dire, nous, en tant que juristes, ça n'impacte pas. Après, votre autre question sur la structure même du contrat, est-ce que ça remplit les canons d'un contrat d'assurance ? Et notamment sur le principe indemnitaire, parce qu'on dit qu'en principe indemnitaire, effectivement, il ne doit pas y avoir d'enrichissement sans cause de l'assuré et que l'indemnisation ne peut pas être forfaitaire. C'est pas parce qu'on a, à mon sens, des éléments qui sont prédéterminés au contrat que la prestation ne peut plus être indemnitaire et bascule forcément de manière forfaitaire. On a eu d'autres exemples avec des assurances de personnes notamment, où la Cour de cassation a dit, mais oui, certes, c'est pas parce que le contrat fait référence à un mode de calcul que forcément on va basculer dans du forfaitaire. Alors quand on interroge, j'allais dire, les assureurs sur ce point-là, ils nous disent qu'en réalité, les calculs sont ainsi faits pour qu'il n'y ait pas d'enrichissement injustifié de l'assuré, des personnes qui vont percevoir l'indemnité. Alors, ce point-là est certainement perfectible pour qu'on puisse véritablement effacer cette problématique-là, d'autant plus qu'ils utilisent un mauvais jargon, puisqu'eux parlent vraiment de forfait, de prestations forfaitaires, et donc du coup, nous, en tant que juristes, ça nous renvoie à nos classifications juridiques, et qui ne sont pas forcément entendues de la même manière par les assureurs. Il y a toujours la différence entre les assureurs, entre notre jargon juridique à nous et leur jargon plus technique à eux. Après, sur le contrat, sur le fonctionnement du contrat, qu'une indemnisation soit, j'allais dire, déclenchée parce que le seuil est dépassé, l'expertise, ça ne fait pas partie forcément, au niveau juridique, d'un élément essentiel du contrat. Là, au contraire, on a un indice objectif, l'indice est dépassé, clac, ça déclenche l'indemnisation. Cet indice objectif qui va structurer le contrat fait que l'indemnité d'assurance sera versée. Aujourd'hui, il y a un expert qui passe, qui nous dit, bah voilà, le sinistre remplit les conditions. Donc j'estime que voilà, le sinistre remplit les conditions du contrat et l'indemnité est versée. Cette modalité technique, à mon sens, n'empêche pas la qualification juridique du contrat. Non, mais c'était juste pour compléter, Axel. Tu peux nous dire un peu quels sont ces indices, en fait, parce que moi je ne connais pas du tout le problème, mais concrètement, ça va être quel type d'indice que l'assureur va prendre en compte ?
vont devoir travailler et recruter de véritables experts et ingénieurs. Si, ça marche. De véritables experts et ingénieurs dans ces sciences-là, en météorologie, puisque effectivement, il faut qu'ils construisent des bases d'indices suffisamment, des bases d'indices suffisamment fiables. Et donc, du coup, effectivement, dès que... alors, ce qui est compliqué aussi, c'est que, effectivement, est-ce qu'on prend qu'un seul indice? Est-ce qu'on corrèle plusieurs indices? C'est la matrice, techniquement, qui va être difficile à mettre en place, parce que ça, les assureurs ont moins l'habitude. Et c'est là-dessus qu'ils travaillent. Et justement, c'est les derniers logiciels qui sont sortis sur le marché, qui leur permettent de traiter une quantité infinie de données, de les croiser, pour essayer de faire une matrice et ressortir des indices selon, en plus, la donnée géographique de l'assuré, qui permettra effectivement d'avoir le bon indice. En fait, la principale difficulté, je pense, des assureurs, elle n'est pas juridique, mais elle est véritablement sur cette modélisation technique. J'avais aussi une autre question, mais en complément, là, justement sur le débat sur le caractère indemnitaire du contrat que vous souleviez. Parce que le principe général, alors moi je ne connais pas du tout ce cas précis, mais c'est que normalement je pense qu'il faut que les éléments prédéfinis du contrat, pour que ce soit indemnitaire, soient quand même en relation avec la situation concrète de la victime du phénomène. Donc là, par exemple, c'est avec quel type d'élément qui va déclencher le contrat? La situation concrète, par exemple, une entreprise climato-sensible, la situation concrète, la baisse de rendement, perte de chiffre d'affaires de tant de pourcentage, c'est assez chiffrable et quantifiable par rapport à un préjudice subi ou un manque à gagner. Bah oui, pour moi, c'est pas du tout forfaitaire. Et depuis le départ, finalement, je pense que les assureurs utilisent mal ce terme. Voilà, exactement. C'est eux qui qualifient de forfaitaire, alors qu'en réalité, les éléments sont véritablement en relation avec le préjudice subi. Merci. Une remarque par rapport au contrat, puis une question. Par rapport au contrat, je voulais juste attirer l'attention sur ce qui a été dit par rapport à la contractualisation autour des enjeux environnementaux, pour souligner à quel point on est parfois cantonné. Et là, je voulais faire référence à cet arrêt relativement récent encore du Conseil d'État sur les clauses RSE dans les marchés publics, où on a vu que le Conseil d'État a une lecture du rapport à l'objet du contrat qui est de mon point de vue littéralement exacte, mais totalement régressive, en considérant que demander qu'un fournisseur ait une politique d'ensemble RSE qui soit une politique avancée et qu'il puisse en justifier, était trop loin de l'objet du marché public pour pouvoir être justifié. Et là, cocorico, tout de même, il me semble que le droit des marchés privés, c'est-à-dire le droit des contrats, est en réalité beaucoup plus souple et que ça permet potentiellement d'espérer des choses. Je ne sais pas si l'un ou l'autre voulait réagir là-dessus. Ma question était par rapport à Vanessa Monteillet et à votre présentation sur le code de conduite JC2Co, que j'ai regardé, merveille de la technologie en même temps. Effectivement, c'est un très très bel exemple d'effet de diffusion des pratiques du code vis-à-vis des fournisseurs, qui est quand même quelque chose qui est tout à fait récurrent. Et puis en vous entendant et en le regardant, je me suis quand même posé la question de savoir si vous aviez vu, dans vos recherches antérieures ou dans vos recherches plus récentes, des exemples contentieux d'application. Parce que dans mon souvenir, j'ai vu des relations assez fréquentes de mise en œuvre, je pense notamment par des grandes entreprises américaines, Microsoft, Apple, etc., qui ont commencé à mettre en œuvre des procédures de déréférencement ou de rupture des relations avec des fournisseurs ne remplissant pas ces exigences. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait... Enfin, on a la diffusion factuelle, mais pas encore de contentieux. Donc deux questions. Est-ce que vous avez une vue qui complète ça? Et puis la deuxième question, c'est quel pronostic faites-vous sur le possible développement de la mise en œuvre et éventuellement du contentieux? Parce que si c'est dans les codes et que ce n'est pas mis en œuvre, alors là, on a peut-être d'autres questions à se poser. Alors effectivement, aucun exemple contentieux. La dynamique de contractualisation, on la remarque, mais l'aspect pathologique, donc vraiment contentieux, à l'heure actuelle, elle est absente totalement. Alors sur les aspects
transnationaux, il y a aussi une difficulté qui est le contentieux arbitral et déjà trouver l'information. Donc ça, c'est déjà vraiment une contrainte particulière qui est due à la matière. Si je devais faire un pronostic par rapport à l'étude que j'ai pu mener en droit interne dans le cadre de ma thèse, il me semble que chronologiquement, il y avait peu de contentieux aussi pour les clauses environnementales dans les contrats de droit privé et ça s'est accéléré avec le fait que les notaires de France se soient emparés de cette question, le fait que de plus en plus on ait les acteurs de droit privé qui ont été confrontés, donc mêlés par le fait que les pouvoirs publics demandaient des informations, etc. Donc là, on avait un feu croisé, normes privées, normes publiques, et on a vraiment un contentieux à l'heure actuelle qui nécessite donc d'avoir des chroniques de droit de la responsabilité, contrat et responsabilité contractuelle et responsabilité extra-contractuelle. Donc, si on essaye de faire une analogie, on peut se dire que les normes volontaires à l'heure actuelle donc, commencent à être contractualisées. Les effets se mesureront peut-être dans quelques années, dans un regard optimiste. Voilà, c'est... voilà, soyons prêts. Une petite question. Je peux rebondir sur justement la fin de votre propos. Moi, en fait, depuis ce matin, je me demande, si on prend le point de départ du colloque, c'est-à-dire l'idée que maintenant il y a urgence à ce que ça bouge, et est-ce que le droit privé pourrait aider à cette urgence, j'ai quand même l'impression que, alors peut-être pas avec l'assurance, mais que beaucoup des outils du droit privé procèdent plutôt de la diffusion, de la lente diffusion, de la modification de comportement, mais par l'intégration, par la communication, par... Et alors même, Édouard, qui a de quoi taper lourdement, nous dit qu'il faut peut-être attendre, qu'il vaut mieux miser sur la logique incitative. Et je vais demander aux uns et aux autres si parmi les outils qu'ils ont étudiés, certains outils du droit privé leur semblaient pouvoir permettre quelque chose d'un peu plus rapide comme effet, d'un peu plus immédiat grâce au droit privé. À tout le monde, ceux du matin aussi. Mathilde aussi, parce que Mathilde, c'est plein de choses. Sachant qu'il n'est pas envisageable qu'on parte déjeuner sur une note dépressive. Donc il va falloir nous trouver un truc... En fait, c'était un peu ma question. Ça se recoupe. Donc j'en profite. Est-ce que ça marche plus? Si, c'est bon. J'en profite juste parce que ça rejoint un peu ton idée. Alors, merci à tous les quatre pour vos interventions. J'ai une question plus spécialement pour Édouard. Bon, en fait, j'avais quand même une toute petite idée. Parce qu'en fait, tu rejoins un peu... finalement, on en est toujours avec cet accord de Paris où finalement, tu as toujours, dans l'accord de Paris, un appel à l'innovation. Et puis, on est toujours à l'idée que peut-être bien que la technique va finir par nous sauver. Donc, j'ai une question. Est-ce que cette technique, tu as un exemple précis d'une innovation, pour l'instant, sur laquelle tu aurais travaillé de manière empirique? Est-ce que, par exemple, on parle déjà des puits de carbone? Est-ce qu'il y a... alors, les environnementalistes s'intéressent maintenant sous un autre aspect. La semaine prochaine, il y a un autre colloque sur le climat qui est l'ingénierie climatique, donc avec tous les nouveaux biens environnementaux qui vont peut-être permettre de sauver le monde. Donc, toi, est-ce que tu as un exemple d'un outil qui va nous sauver? Ça revient au même un peu Oui, complètement. Il va nous donner un exemple. Un peu. Non, j'ai pas d'exemple d'un outil technique ou d'un outil... D'une innovation où tu aurais vu passer justement de manière empirique un titre. Parce que la difficulté, c'est quand même, si on tient compte du fait que, de manière générale, on est là pour protéger l'environnement, le problème de ces techniques, c'est que tu peux à la fois, j'imagine, faire quelque chose pour le changement climatique, mais dégrader l'environnement en même temps, et qu'il va falloir concilier tous les aspects environnementaux. Donc, comment on apprécie Alors, moi, j'ai pas regardé toutes les demandes de brevets et les octrois de brevets pour voir s'il y avait des innovations. Je suis désolé, j'ai manqué à tous mes devoirs. Vraiment, je suis désolé. J'ai une bonne nouvelle. Surtout qu'il n'y a pas. Non, mais comme je l'ai dit, il n'y a pas encore de qualification. Non, mais tu as jusqu'au mois de mars pour cette recherche empirique. C'est pour ça que j'étais content. Je t'ai demandé quand était la publication. Il n'y a pas de catégorie juridique en tant que telle liée à ça. Après, en lien aussi avec la question de Pascal, très certainement,
la notion d'ordre public, pour nous, c'est une notion qui est quand même lente à se modifier. Si on prend les ouvrages de propriété intellectuelle, on cite encore le fait que les méthodes contraceptives sont contraires à l'ordre public. Alors ils disent oui, c'est plus tout à fait d'actualité, mais on le cite encore. Donc voilà, il y a quand même une notion d'actualité qui va se mettre en place et ça va évoluer, mais ça va évoluer doucement. Après, je pense que dans ta question aussi, c'est comment faire pour que, et c'est en lien avec ce qu'on entendra cet après-midi, j'imagine, puisque le revers de la propriété intellectuelle, peut-être pas totalement, mais c'est le comment faire en sorte pour que la propriété intellectuelle reste pertinente et utile par rapport à cette invention qu'on va considérer comme très positive d'un point de vue du climat. C'est vrai que là, au niveau international, il faudra à mon sens imaginer une logique identique à celle de Doha pour que les pays qui ne peuvent pas mettre techniquement en place cette invention puisse le faire. Donc pour être très, très simple, hein, l'accord de Doha, c'est sur le sida. Le droit international permet des licences forcées, donc je casse le brevet et je peux produire localement, mais je dois produire localement pour un approvisionnement local. La difficulté avec le sida, c'est que par exemple au Rwanda, il y avait un besoin de santé publique, mais il n'y avait pas de possibilité locale de produire le médicament générique. Et donc, enfin pas générique, mais le médicament sous licence étatique. Et donc, on a dû créer un texte spécifique, qui est l'accord de Doha, pour que le Canada puisse produire et ensuite exporter sans être en contrefaçon. Et donc, je crois que c'est ce même type de mécanisme. Oui, mais ce qui est très différent, c'est que sur les Green Tech, le jeu des acteurs est beaucoup plus éclaté qu'en matière de santé. C'est vrai. Et singulièrement, on a énormément... Il y a pas... Oui, c'est vrai. On a des Green Tech en Chine et dans certains pays de développement... Pardon, non, je disais juste que la différence majeure, le mécanisme est très très semblable probablement, mais les green tech, on les voit vraiment en Chine, on les voit dans certains pays émergents, et avec quand même ce qui était souligné à très juste titre, c'est que ça représente des investissements colossaux pour répondre à des enjeux qui ne le sont pas moins. Et c'est pour ça que la propriété intellectuelle reste quand même une bonne solution, de mon point de vue, parce qu'il y a des investissements. Sur l'obligation des entreprises d'avoir à donner des informations sur l'ensemble des différents process qui sont utilisés pour la mise en place et le respect de la norme climatique, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui avoir une obligation d'aller jusqu'à dire comment on va détruire et quel va être le recyclage des produits une fois qu'ils ont fini d'être utilisés ? Est-ce que ça, c'est quelque chose de concevable ? Parce qu'il y a beaucoup de produits aujourd'hui qui sont émis et qui sont catégorisés, mais on ne dit pas de quelle façon, à la fin du contrat, ils vont pouvoir être soit détruits, soit et ne pas polluer, bien entendu. Est-ce qu'on a des normes là-dessus ? Mais je pense que c'est peut-être aussi en lien avec le droit public, puisque... En fait, il y a des éléments de traitement de ces éléments. D'abord, sur le reporting, il y a effectivement des enjeux qui sont notamment au travers des possibles impacts sur l'environnement. Ça concerne la fin de vie des produits. Il y a surtout tout ce qu'on appelle la politique intégrée des produits et ces approches qui étaient les prolégomènes au développement des dispositifs sur l'économie circulaire. Et puis, il y a cet instrument particulier qui est la responsabilité élargie des producteurs. Et aujourd'hui, donc une approche qui est une approche en cycle de vie, donc de la fourche à la fourchette, du berceau à la tombe, etc. Et puis dépassée pour arriver à la circularité. Et dans cette perspective-là, on peut considérer effectivement qu'il y a une redevabilité des entreprises par rapport à cette partie de fin de vie qui est absolument passionnante, parce que évidemment ça a des conséquences très lourdes. On en a vu des éléments qui sont des éléments probants à propos notamment des éléments d'équipement électrique et électronique. Et puis, mais c'est ce que Marie-Pierre Blain-Franchaume voulait développer si on lui avait laissé le temps et que l'alarme n'avait pas été intempestive, on est très très proche de ce qui justifie le basculement vers de nouveaux paradigme économique, et l'économie de la fonctionnalité notamment, une partie de l'économie collaborative qui repose précisément sur cette idée que finalement on peut développer des modèles dans lesquels on va essayer de jouer sur l'allongement de durée de vie, sur le traitement et la réutilisation pour éviter ça, enfin pour essayer de répondre à cet enjeu-là. J'installe un produit et je me permets
à la fin du contrat, on en parlait tout à l'heure, on était sur le photovoltaïque par exemple, les cellules photovoltaïques, qu'est-ce que j'en fais quand j'ai fini mon contrat et qu'ils ne sont plus utilisables sur la toiture ou dans le champ? Sur la partie climat, c'est prévu dans les conséquences de l'usage des produits. D'accord, ok. Juste sur le reporting pour répondre, c'est prévu dans les items de reporting. Alors, j'en ai pas parlé parce que c'est à propos de l'économie circulaire. Mesures de prévention, de recyclage, de réutilisation et formes de valorisation et d'élimination des déchets. Il faut le communiquer dans le rapport gestion, mais au titre de l'économie circulaire. Oui, il y avait à peu près une année, je crois, à Aix-en-Provence, la SFDE avait organisé un très bon colloque sur les effets contraignants finalement de la COP21 et d'une manière générale des accords environnementaux. Et je crois qu'à la fin, on avait tous été, entre guillemets, un petit peu déçus parce qu'on n'avait pas ce droit dur et on s'était rendu compte que finalement les leviers existaient très peu. Alors il y avait des initiatives isolées de collectifs de citoyens, on reprendra quelques affaires, qui vont se battre contre des montagnes et qui étaient un petit peu, je pense, un petit peu dans une démarche désespérée. Alors après, on se dit que, et c'est pour ça qu'à mon avis, la SFDE avait toujours organisé des colloques organisés autour du droit public, c'est que le droit de l'environnement, c'était toujours envisagé comme un droit qui devait s'exercer contre les politiques publiques, les pouvoirs publics, lorsqu'ils étaient défaillants. On a eu d'ailleurs, lorsque vous parliez des Amis de la Terre, un très beau résultat en juillet 2017, lorsque les Amis de la Terre avaient, devant le Conseil d'État, obtenu la condamnation de l'État français de faire, une bonne fois pour toutes, appliquer la loi sur la qualité de l'air et de l'atmosphère de manière contraignante, chose d'ailleurs qui n'a toujours pas été réalisée à l'heure où on parle, mais là on avait à tout du moins une directive européenne qui nous permettait de le faire. Donc là encore un droit dur, c'est-à-dire quelque chose de tout à fait réalisable. Le problème aujourd'hui, c'est que sur le reste, et tout ce qu'on vient d'évoquer, on est quand même toujours dans les incantations, la bonne volonté. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de l'ex-Mercatori, lorsqu'on parle de charte environnementale, c'est qu'on est avant tout dans la bonne conscience et la prise de conscience, c'est-à-dire quel sera finalement le ressort économique d'une politique environnementale. Alors moi, j'ai discuté avec Madame Roland tout à l'heure par rapport à son intervention et par rapport au rapport de gestion et des incidences qu'il pourrait y avoir. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, et ça rejoint ce que vous venez de dire, le coût environnemental, c'est-à-dire ne pas se contenter du coût de production, du coût d'utilisation, mais effectivement du coût de traitement et de la dette environnementale qu'il pourrait y avoir. Et c'est-à-dire que dans ces rapports de gestion, si on parle des conséquences, notez aussi qu'il va y avoir une loi Elan qui va modifier la définition de la société dans le Code civil et qui va intégrer... Pacte, pardon, excusez-moi. Qui va intégrer cette logique-là. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'aujourd'hui, si on est au pied de la lettre, qu'on parle d'EDF ou ainsi de suite, est-ce qu'on ne doit pas maintenant, dans les bilans, intégrer cela, provisionner cela, parce que ça a un intérêt dans le débat qu'on peut avoir avec les actionnaires, qui sont aussi des actionnaires citoyens, mais ça peut aussi avoir... un véritable intérêt économique, c'est de voir comment, dans sa durabilité, un produit, un service peut avoir une incidence et, à terme, amener justement à repenser l'économie par rapport à ce qu'on appelait ces aspects vertueux. Voilà un petit peu les questions que je vous pose. Blandine, François Guy, dernière réponse avant le déjeuner. Ah pardon, excusez-moi, je ne me suis pas présenté. Pierre Janot, je suis avocat de Grenoble. Bon, moi, je suis spécialisé en droit du travail, mais je suis passionné par les débats de la SFDE. Je les suis depuis plusieurs années, comme ça, je viens uniquement m'informer. Dernière réponse avant la pause déjeuner, donc obligation de finir sur une note positive. Alors, la réponse sera en fait effectivement totalement positive, c'est-à-dire que je m'inscris en faux absolu par rapport à ce que vous avez dit sur le caractère incantatoire. On peut dire beaucoup de choses, mais le problème, c'est pas que c'est pas contraignant, parce que depuis 2001 et depuis que le droit des affaires s'est saisi des enjeux environnementaux, en réalité, on est sorti de l'incantation pour être dans quelque chose qui est une injonction. Et lorsqu'on regarde le droit comptable, lorsqu'on regarde les exigences de comptabilisation des passifs environnementaux, des obligations environnementales implicites, etc., quand on est dans la reddition des informations environnementales contraintes, en réalité, ce n'est pas du tout de l'incantation. La vraie question, c'est de savoir qui reçoit ces informations, qui les lit, qui vient challenger les entreprises sur ces éléments. Et de ce point de vue, je voudrais vraiment souligner qu'il y a collectivement, et c'est pour ça que le thème de cette journée, merci Mathilde, merci, était vraiment extrêmement bien choisi, on est sur une perspective dans laquelle
tous les acteurs privés sont concernés et potentiellement tous les acteurs privés sont des soldats du droit. Et potentiellement tous les concurrents sont comptables du respect par leurs concurrents ou peuvent challenger leurs concurrents s'ils ne respectent pas ces éléments parce que les passagers clandestins occasionnent des situations extrêmement difficiles, même si c'est un peu plus étroit qu'on ne pourrait le souhaiter, parce que les marchés sont destinataires de ces informations et qu'il appartient aux acteurs de marché, aux autorités de marché, de vérifier la réalité, etc., et qu'il appartient aux actionnaires de le faire. Et ce sera la note très optimiste pour terminer sur cet élément-là. Aujourd'hui, l'activisme actionnarial a changé de visage, la peur a changé de camp. L'activisme actionnarial, c'était une idée selon laquelle c'était les hedge funds qui imposaient aux directions d'entreprise de maximiser de n'importe quelle façon les profits, la rentabilité à très court terme. Nous avons une directive de l'année dernière sur l'actionnariat de long terme qui invite à repenser la temporalité de l'entreprise, qui invite à se replacer dans une perspective générale. Nous avons des informations qui sont dues et qui sont vérifiables. Maintenant, la vraie question, c'est pas de l'incantation, parce que ça n'est plus de l'incantation, c'est du droit. La vraie question, c'est que faisons-nous de ce droit? Et zut, j'avais dit que je finissais sur une note positive. Je voudrais simplement dire, si vous me le permettez, par rapport à ce qui vient d'être dit, on a un ministre de l'Environnement qui a démissionné sur 3 indices. L'indice des glyphosates, des gaz à effet de serre et de la biodiversité. Où effectivement, il a dit que sur les gaz à effet de serre, nous sommes quand même l'État promoteur des accords de Paris, nous avons augmenté de 7% nos gaz à émis. Donc il n'y a pas de valeur contraignante. Sur la problématique des pesticides, nous avons voté des lois. Les pesticides continuent et le glyphosate à être en augmentation constante. Nous ne l'avons pas fait reculer, nous continuons à augmenter. Et sur la biodiversité, de la même manière, il n'y a pas eu de réduction sur la problématique de la biodiversité et des risques de biodiversité. Donc je crois qu'au contraire, sur le ministre d'État de développement durable, qui a ces 3 indices, qui sont des indices qui sont malheureusement incontournables, on voit bien, malheureusement, pour moi, qu'on reste dans les incantations.